Bonjour et bienvenue à ce deuxième balado. Je suis Marc Vachon et je suis en compagnie de Marie Bérubé. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, on a parlé dans le premier balado, on a défini le stress, on a permis aux gens de s'évaluer par rapport à leur stress sur les facteurs qui dépendent soit de leur tempérament ou qui sont des facteurs externes, des facteurs de changement. Aujourd'hui, on va on va s'intéresser aux manifestations du stress, particulièrement les manifestations physiques, psychologiques. Et on va commencer à parler des façons avec lesquelles on affronte le stress. Je pense qu'on va particulièrement parler des façons inappropriées d'affronter le stress. Alors, si je te demandais d'entrée de jeu, est-ce que les symptômes du stress, est-ce que c'est toujours visible pour un observateur extérieur qui voit une personne? Toujours. C'est embêtant de dire ça. Souvent, ça l'est. Ça l'est aussi pour la personne qui éprouve le stress, mais il y en a qui arrivent à dissimuler assez bien leur état. Mais pour un observateur bien averti, on va remarquer des petites différences parfois par rapport au comportement habituel. Parce qu'il y a beaucoup de réactions physiques, entre autres, qui sont des réactions internes, finalement, qu'on ne peut pas nécessairement voir. Quand on parle de choses qu'on peut observer chez une personne, par exemple, quels sont des exemples de choses qui pourraient être observables? Ben, ça peut être variable d'un individu à l'autre, mais ça peut se voir parfois que quelqu'un a chaud, que quelqu'un a plus de tics nerveux, qui va se ronger les ongles, qui va avoir les mâchoires serrées. Fébrile. Quelqu'un qui a hyperactif. Le rythme change dans le comportement. Quelqu'un qui a des périodes où est-ce qu'il est moins motivé, donc moins de rendement au travail, peut-être de la confusion, des pertes de mémoire, quelqu'un qui a l'air fatigué, les traits cernés parce qu'il n'a pas dormi. Alors ça, c'est des choses qui peuvent se voir pour un observateur là, avisé, mais il peut arriver aussi que quelqu'un arrive à cacher assez bien tout ça, au prix de grands efforts. Dans le fond, on a parlé dans le premier balado des trois réactions, des trois phases, c'est-à-dire face au stress. Et dans le fond, les réactions qu'on va voir aujourd'hui, particulièrement les réactions physiques et psychologiques, c'est des réactions qui vont arriver à la première phase et qui si elles perdurent, c'est des choses qui finissent par avoir des conséquences. Par déclencher des maladies. On va parler de maladies psychosomatiques. Faut faire la différence avec l'hypocondrie, qui est un peu le mal imaginaire. Une maladie psychosomatique, c'est une maladie réelle, mais dans le nombre de causes qui peuvent l'amener, il y a aussi une composante émotionnelle. Sans faire une liste exhaustive de toutes les manifestations physiques, quels sont les effets du stress sur le physique? Il faut bien comprendre d'abord que c'est en dehors de notre contrôle. Quand on vit un stress, on peut imaginer un simple stress comme celui, par exemple, de se faire arrêter par un policier pour excès de vitesse. Dans une fraction de seconde, alors même qu'on n'y pense même pas, se déclenche toute une série de réactions et très aiguës. Alors, le cœur s'affole, il se met à battre plus vite, la circulation change, tout ça pour amener plus de sang au cerveau, plus de sang aux muscles. Donc, les muscles se tendent aussi pour se préparer à fuir ou à attaquer. Bon, on peut voir tout de suite que ce sont deux réactions tout à fait inappropriées. Mais surtout avec un policier qui nous arrête. C'est pas vraiment une bonne idée, mais le corps est fait comme ça. C'est automatique, c'est un réflexe. Alors, on peut ajouter à ça que la digestion ralentit, que le système immunitaire chute, se défendre d'un virus ou d'une bactérie dans une situation pareille, ça peut sembler secondaire. Puis on parle de la police, on pourrait parler aussi d'une guêpe dans la voiture. Et c'est exactement les mêmes réactions. Si votre enfant n'est pas rentré à 3 heures du matin et que vous vous mettez à vous inquiéter, c'est exactement les mêmes réactions. Et ça, c'est une phase aiguë qui sollicite énormément tous les systèmes corporels, la respiration,
la digestion, le système musculaire, le système nerveux. Tous les systèmes sont très, très, très sollicités. Mais il n'y a pas de réel danger. C'est sûr que c'est très fatigant pour l'organisme, mais il n'y a pas de réel danger puisque c'est un mécanisme de protection qu'on partage d'ailleurs avec les animaux. Puis on pourrait même aller plus loin et dire avec les plantes. Hein. Il y a des plantes qui peuvent être stressées. Alors, ce mécanisme-là nous permet de nous protéger, de sauver notre vie. Alors, si c'était un immense prédateur comme un ours grizzly, par exemple, ben, il nous permettrait, sinon de l'affronter, au moins de fuir. Oui, c'est peut-être mieux. Ou d'avoir la réaction appropriée. Ouais. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, notre corps est prêt pour ça. Mais c'est bien fait, dans le fond. C'est oui, vraiment tout à fait. Tout à fait. Se défend à ce moment-là pour ne pas être... Imaginez quelqu'un qui ne serait pas capable de ressentir la douleur, ben, il pourrait mourir d'une brûlure, il pourrait mourir d'un simple stresseur. Ouais. Alors, c'est correct. Le problème, c'est quand c'est comme ça tout le temps ou quand les stresseurs sont là tout le temps et que là, l'organisme risque de se fatiguer. Alors, c'est là qu'on va parler de la deuxième période. On avait dit la dernière fois qu'il y avait une phase de résistance. Alors là, Dieu merci, toutes les réactions s'atténuent, sont là quand même. Et on sait aujourd'hui, avec les stresseurs qu'on vit dans le milieu du travail surtout, comment ça peut durer longtemps une période de résistance. Alors, on se retrouve avec des malaises de digestion, des problèmes de sommeil. On peut avoir mal au dos, mal au cou, mal à la tête, digérer plus ou moins bien. Bon. Des problèmes de libido, des problèmes... Bien sûr, et c'est pas grave d'avoir des problèmes de libido pendant les 20 minutes que le policier vous arrête. Mais d'en avoir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ben, ça peut être difficile et amener d'autres difficultés. Alors là, c'est pour ça qu'on l'appelle la phase de résistance. Dans le fond, l'organisme résiste. Combien de temps? Mais on n'a pas toutes les mêmes limites. Alors, c'est là qu'il commence à y avoir un réel danger à long terme pour la santé. On n'a pas tous les mêmes limites, puis on n'a pas tous les mêmes faiblesses non plus. C'est-à-dire qu'il y a... c'est vrai. Certains, bon, si j'ai une faiblesse du côté de mon système digestif, ça se peut qu'un des problèmes que je vais développer, ce sera des ulcères d'estomac. Ça va se jeter là, alors que quelqu'un... Des maux de cou, oui, c'est ça. Parce qu'on parle aussi, quand on parle de maux de cou, il faut faire attention, parce qu'il y a le stress de position, qui n'est pas un stress lié à un agent extérieur incontrôlable, là, mais c'est le stress de posture à l'ordinateur. Oui, c'est un stresseur mécanique. Il n'y a personne qui a été conçu pour travailler à un ordinateur 35 heures par semaine. Ouais. Le corps est fait pour bouger. Ouais. Alors, c'est un stresseur qui n'est pas psychologique, mais c'est quand même un stresseur. Ouais. Alors, si vous avez la mauvaise chaise, l'écran à la mauvaise hauteur, ou tout simplement si vous ne bougez pas suffisamment, ben, on peut créer un stress. On a dit, hein, le stress, à l'origine, c'est tout à fait physique. Là. On dit qu'il y a au-dessus de 50% des consultations chez les médecins ces années-ci qui sont reliées au stress. Oh, je le croirais. Ouais. Je le croirais. Alors, les gens consultent souvent pour un problème physique comme, l'ulcère d'estomac, maux de tête... Ben, c'est ça, la maladie psychosomatique. Ouais. Hein? C'est que la maladie est réelle, mais dans les causes, on peut retrouver des facteurs très, très modernes qui sont liés au stress. Puis, tu as raison de dire que chacun a sa faiblesse. Son tendon d'Achille, si on peut dire. Ouais. On va pas tous réagir de la même manière aux grandes fatigues ou aux stresseurs. Et c'est même vrai du côté psychologique. Hein? Il y a des personnes qui vont plus verser on peut en profiter peut-être pour parler de qu'est-ce qui peut se passer sur le plan psychologique. Ben, il y a des personnes qui vont développer plus des troubles de l'ordre de l'anxiété. Oui. Alors, d'autres vont plus aller vers la dépression. D'autres vers l'agressivité. D'autres, carrément. Ben, la colère, c'est une émotion saine, mais quand ça dégénère en agressivité ou en violence, on en a parlé un petit peu la dernière fois aussi. Pourquoi un va être plus anxieux et l'autre plus dépressif? Question de tempérament, question d'apprentissage. Alors, on n'est pas tous pareils dans nos réactions, même si parfois les causes sont similaires pour beaucoup d'individus. Il ne faudrait pas oublier notre troisième étape
Oui. On a parlé de la résistance, où est-ce que, le corps est moins sollicité, mais il l'est toujours. La troisième étape survient lors du règlement de la situation ou du non-règlement de la situation. C'est-à-dire, à un moment donné, le corps a ses limites et il va y avoir effondrement de tous les mécanismes. Ouais. Alors, c'est là qu'arrive la maladie. La maladie physique, alors si on parle du cœur, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies digestives, les problèmes musculaires chroniques. Et psychologiquement, la dépression. C'est ça, tout à fait. Là, on embarque dans la maladie, le burn-out, on pourra en reparler. Et ça, c'est vraiment l'effondrement, ce que Anne Cellier appelait la détresse. La détresse. Ou encore, on a réglé notre problème, on a trouvé des solutions, on a plus de contrôle sur nos réactions et on va s'adapter. Exact. Et on pourrait même dire s'adapter, c'est pas nécessairement se résigner, là. Hein? C'est s'adapter, c'est faire quelque chose avec la situation. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de parler de la différence entre la résignation et la résilience. La résilience. On va parler un peu, en terminant justement, des façons qu'on a d'affronter le stress, des réactions qui sont défensives, qui sont... on parle de réactions qui sont pas nécessairement très bonnes, comme prendre de l'alcool, trop manger, s'étirer dans l'hyperactivité. C'est des moyens qu'on va prendre parfois de façon maladroite. La drogue, les médicaments. Oui, ça endort le mal temporairement. Ouais. Mais c'est sûr que ça crée d'autres problèmes. C'est pas certain que ça nous aide vraiment. Alors, mais parfois, quand on n'est pas trop conscient de ce qui nous arrive, on s'aperçoit que, quand je prends un petit verre d'alcool avant de me coucher, je dors mieux. Quand je fume, je me sens paradoxalement plus détendue. Manger, ça me fait du bien, un peu comme quand j'étais enfant et qu'on calmait mon bobo avec un biscuit. Ouais. Alors, il y a toutes sortes de moyens comme ça qui sont efficaces à court terme ou qui font du bien temporairement, mais qui ne règlent pas le problème. Le jeu, le jeu, c'est une autre dépendance. C'est une dépendance. Oui. On dit souvent, quand on prend de l'alcool pour noyer son problème, les problèmes savent nager, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Et parmi les conduites inappropriées, ou en fait, on parle beaucoup, tu parlais tout à l'heure de l'agressivité, c'est sûr la violence, et on parle beaucoup dans les milieux de travail ces années-ci de harcèlement. Ouais. Si on voulait être plus psychologue, là, parce qu'on est en psychologie, on peut mettre des mots sur chacune de ces façons-là d'agir. Hein. Ouais. On a déjà tous entendu parler des mécanismes de défense, mais tout ça, ça en fait partie. Alors, si on en parlait brièvement de ces mécanismes les plus courants. Tu parlais tantôt boire, manger, trop manger. Ça ressemble beaucoup à la régression, ça. Okay. Hein, on se réfugie dans des conduites qui marchaient bien quand on était enfant. C'est comme revenir en arrière, puis essayer quelque chose qui me consolait quand j'étais petit et qu'il y avait une déception, qu'il y avait un événement traumatisant quelconque. Comme par exemple bouder. Bouder, c'est clair. Ou faire une colère comme quand j'étais enfant. Tout à fait. Je fais saler ma colère. Tout ça, c'est des mécanismes qui s'apparentent à la régression. Régression, ça veut dire revenir en arrière. À une conduite que j'ai déjà eue, qui est inefficace, mais qui finalement est peut-être la seule que je connais. C'est ça le problème. C'est ça. C'est un répertoire de réponses plutôt mince. Limité, exact. Il y a aussi, on parle du refoulement. C'est sûr que c'est plus connu, je dirais. Essayer de... Celui-là, il est plus difficile à reconnaître pour la personne qui le vit parce qu'il est inconscient. C'est envoyer dans l'inconscient là, les émotions qui sont désagréables. Ouais. Ce que je ne veux pas ressentir, je l'oublie. Je l'oblitère complètement. C'est loin derrière et c'est inconscient. C'est très différent de supprimer volontairement un souvenir. Ça, on peut décider et ça peut même être sain à l'occasion. Il faut faire des nuances. Ça peut se faire consciemment. Ça, si vous souffrez, par exemple, de la situation en Afghanistan, ça vous stresse de penser qu'il y a des êtres humains qui vivent ça, vous pouvez décider consciemment que, étant donné que vous n'avez pas de contrôle sur la situation, de moins penser à ça. Et c'est pas nécessairement mauvais, là. C'est une conduite qui peut être adaptée.
Oui, ça peut être adapté. OK. Alors que le refoulement ne l'est pas nécessairement. Rarement. Mais je dirais même jusqu'à dire jamais. OK. Il y a le déni aussi. Est-ce que le déni, c'est pas très près de la suppression? Dans le fond, nier la réalité, nier les faits, faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Oui, ça va encore plus loin, je pense, parce qu'on peut, alors que la suppression nous permet de rester relativement en bonne santé, nier qu'on a un cancer, nier qu'on soit malade, nier qu'on vit un deuil, nier qu'on est affecté par une situation, ça peut être très, très, très nocif là, pour notre santé. Il y a un mécanisme de défense en psychologie qui s'appelle la formation réactionnelle. Oui, ça a un nom compliqué, hein? Ouais. Faire de la formation réactionnelle, on pourrait donner une situation qui est courante. Ouais. Mettons que vous avez à votre travail un collègue ou une collègue qui vous tape sur les nerfs, mais à vous en donner de l'urticaire. OK. Et à chaque fois que vous le rencontrez, vous êtes trop gentil. OK. Très recevant, très faux, d'une certaine façon, avec cette personne-là, pour pas que ça paraisse. Ouais. Alors, vous en faites comme un peu trop pour cacher le vrai sentiment que vous éprouvez. Et souvent avec exagération. Oh oui, l'autre le sent. Si l'autre est moindrement sensible, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il va dire, ça se peut pas, là. Il vient de me faire une gaffe ou il vient de m'envoyer une bêtise par la tête et tout d'un coup, il est tellement gentil avec moi. Dans le fond, c'est ça de la formation réactionnelle. Oui, c'est ça. C'est comme pour éteindre le feu, là. OK. Un mécanisme bien connu aussi, je pense, c'est ce qu'on appelle la projection. La projection, ça aussi, il est amusant, c'est attribuer aux autres ses propres émotions. Dire, mon Dieu, qu'il est donc stressé, telle personne, en fond, c'est moi qui l'ai. Ou dire, il a donc l'air de mauvaise humeur aujourd'hui, alors que c'est moi qui l'ai, effectivement. Okay. Puis il y en a un autre qu'il faudrait parler aussi, je le trouve très fréquent dans les milieux de travail, c'est le déplacement. Déplacement, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le syndrome du chien battu? En fait, ça veut dire, pour faire une blague, c'est je suis en colère contre mon patron ou contre un collègue, mais j'arrive à la maison et c'est mon chien à qui je vais botter le derrière. Oui, mais très souvent, malheureusement, c'est le conjoint avant qui peut s'en prendre aux enfants et les enfants, à désespoir de cause, vont... S'en prendre aux chiens. Oui, c'est ça. Alors, le déplacement, c'est prendre mon émotion et, dans le fond, au lieu de la diriger vers la bonne source, c'est l'envoyer à côté. La réaction est bonne, mais l'objet qui en fait les frais n'est pas le bon. OK. Et tu disais, dans les milieux de travail fréquents, comment on va voir ça? Des conduites de manipulation, des gens qui sont... prenons juste la rage au volant. Vous en voulez pas vraiment à la personne que vous klaxonnez à ce point-là. Mais il y a un déplacement sur elle d'une émotion réelle qui est probablement correcte, la colère, mais qui se tourne en agressivité et contre la mauvaise personne. Est-ce que ça peut pas être une conduite adaptée à l'occasion? Le déplacement? Ça dépend. Parce que si je suis en réunion, que je suis tout à fait en colère contre... un collègue ou, c'est peut-être pas la place, c'est sûr qu'il faudrait peut-être que j'aille en parler après, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments donnés où on ne peut pas, justement, envoyer la réaction à la bonne personne ou au bon endroit? On est obligé de, par exemple, déplacer ça dans le sport, par exemple, déplacer ça dans l'activité physique. C'est du déplacement aussi à ce moment-là. Oui, mais c'est plus approprié. C'est socialement acceptable, ça fait du bien, ça fait sortir l'énergie qui est prisonnière à l'intérieur. Mais il ne faut pas se le déverser sur soi-même et se ronger les ongles jusqu'au sang. Il faut apporter toutes sortes de nuances. Fuir une situation, ça peut être pervers comme ça peut être très bon. Et il y en a un peut-être un petit dernier en terminant, la sublimation. Sublimer, ça ressemble un peu à faire du sport, là, mais c'est plus tourner les émotions qu'on ressent vers soit une activité artistique. Surtout des émotions qui sont inacceptables. Il y en a un dont on n'a pas parlé aussi, que je trouve qui est très fréquent aussi, c'est la fameuse rationalisation. Se trouver des bonnes raisons. Toujours avoir des raisons pour tout. C'est à cause. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Ça, c'est la rationalisation.
Si je suis comme ça, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, c'est à cause de la société. J'ai toujours un tas de raisons pour expliquer. Exact. Ça, c'est fréquent. L'intellectualisation, c'en est un autre, ça, qui consiste dans une situation à charge forte, charge émotive très forte, de rester très froid, très distant. Ce sont tous des mécanismes de défense. Ce sont probablement des façons qu'on adopte. Probablement qu'on a là aussi des mécanismes qu'on va utiliser plus que d'autres. C'est pour se protéger. C'est fait pour se protéger. C'est pour se protéger. Sauf qu'à la longue, ça ne règle pas le problème. Ça règle, ça peut, à la limite, être carrément malsain. Oui. Il y en a qui sont appropriés des fois. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éloge de la fuite ». La fuite peut être très saine et nous empêcher de devenir fous. Mais fuir tout le temps, c'est symptomatique aussi. Exact. Alors, ça fait le tour, Marie, de ce qu'on voulait traiter aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. On se voit la prochaine fois encore pour continuer notre voyage à l'intérieur du stress. On va lentement s'acheminer vers des solutions un petit peu plus saines et constructives là, pour affronter le stress. Mais pour l'instant, je pense que c'est important de démêler un peu toutes ces choses-là. Puis de savoir un peu interpréter nos sentiments, nos émotions, nos réactions. Alors, faire un bref examen de soi. Merci et à la prochaine. On se voit à la prochaine. Je reviens juste un petit moment pour vous dire que vous pouvez télécharger le document d'accompagnement de ce deuxième balado. Il vous suffit pour ce faire de vous présenter sur notre site Internet à l'adresse www.oséchanger.com/balado et ça s'écrit BALADO. Et tant qu'à faire, tant qu'à être sur notre site, venez faire un petit tour sur notre blog et laissez-nous vos commentaires et vos suggestions.